Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran. On arrive en fin de la seconde saison de ce podcast et pour l'occasion, on a décidé de la terminer avec non pas un, non pas deux, mais 3 épisodes un peu spéciaux en mode vidéo club. Alors attention, pas ceux où on allait directement au distributeur choisir un DVD tout rayé, hein. Non, je veux parler de ces boutiques où l'on parcourait des rayons remplis de VHS aux jaquettes aussi intrigantes que fascinantes. Pour moi, si vous voulez, le vidéoclub, c'est la boulangerie du coin. Hein. On y va en faisant ses courses avec son petit panier, et puis en passant, avant de rentrer manger, on va prendre une cassette, ou alors le soir, en rentrant du boulot, on prend une cassette. Le vidéoclub, c'est vraiment une boutique de quartier. Pour revenir sur cette époque révolue, c'est moi Max qui accueille dans mon antre les 2 autres fondateurs de ce podcast, Mick et Tib. Salut! Salut! Et on va piocher dans ma collection certains films qui symbolisent parfaitement à nos yeux l'ère de la bande magnétique. Pour cette première partie qui sera jalonnée de jingles mythiques des éditions VHS de l'époque, on a choisi 2 films chacun, et donc c'est le camarade Tib qui va commencer. Alors, moi, en fouillant un peu, j'ai retrouvé un film que j'ai pas vu depuis un petit moment. Un petit Wes Craven, Shocker. Un film d'horreur qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui passe à la chaise électrique et qui devient une sorte de fantôme et qui continue à faire son travail de tueur en série, donc justement. No more Mr. Nice Guy. Un super film, moi que j'avais adoré à l'époque, que je trouve toujours super. Alors en plus dans ce film, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un acteur qui s'appelle Peter Berg, qui est quand même après qui est devenu un réalisateur, à qui on doit genre Le Royaume. Le Royaume entre autres, voilà. Son seul bon film. Non, ça commence. Battleship, putain, c'était pourri. Ah ouais, et si je me retourne, il est pas là dans la vidéothèque ? Ouais, mais c'est une erreur. Enfin voilà, bon, c'est quand même un film sympa et c'est pas le plus connu des Craven, et c'est un film qui reste encore de bonne qualité comme tu viens de le dire. Craven maintenant il est résumé un peu à Scream, mais c'est un peu dommage, ou à Freddy, enfin en tout cas au Griffes de la Nuit, mais en tout cas Shocker c'est une bonne petite série B qu'on avait vu tous les deux avec Mick, on l'avait vu à l'époque au cinéma à Grenoble. J'en ai toujours un bon souvenir, c'est un film que je revois encore de temps en temps. Voilà, ça fonctionne. Alors les effets spéciaux ont un peu vieilli. Ça date de 89 quand même, faut le dire. La VF est un peu difficile. Notamment justement le doublage de Peter Berg que moi personnellement me fatigue. Mais sinon le film en lui-même est toujours agréable à regarder, c'est toujours un plaisir de le voir. Ah, moi j'adore ce film. Alors c'est une tentative pour Wes Craven d'essayer de réitérer le succès des Griffes de la Nuit en se réappropriant un personnage qui lui a échappé en fait. Freddy, ça lui a échappé des mains, donc il essaye de recréer une nouvelle franchise. C'est un peu peut-être son petit défaut, sa limite. Voulez-vous prier avec moi, mon fils ? Je suis pas votre fils. Allez prier avec vos petits enfants de cœur, sale pédéraste ! Mais le film est vraiment très sympa, il y a plein de passages rigolos, plutôt bien caractérisés. Le méchant qu'on reverra, le comédien, on va le revoir dans la série X-Files, ça sera le boss de Mulder et Scully. Et puis effectivement il y a les effets spéciaux qui ont peut-être pris cher aujourd'hui, mais c'était aussi les prémisse de ce qu'on pouvait faire avec la motion control pour pouvoir retourner plusieurs plans plusieurs fois avec le méchant qui utilise les signaux électriques pour se balader et passer d'une chaîne à l'autre ou passer dans une pièce à l'autre en mode électrique. Et donc la motion control, qui est quelque chose qui existait déjà depuis 10 ans, a été utilisé sur ce film à bon escient. Produit par une petite boîte qui s'appelait Alive Film. Alive Film, il faut aussi mentionner que c'était les gens qui sont derrière les 2 films de Carpenter, que sont Velive et Prince of Darkness. En fait, c'est cette société-là qui a produit ces films-là. Et autre mention spécifique aussi à Shocker, c'est sa bande originale aussi, qui est très heavy metal, avec du Alice Cooper, du Megadeth, tout ça, donc qui a fait les beaux jours de nos platines CD également. C'est un film qui est finalement qui fait pas très peur, mais qui est
quand même plutôt réussi et qui il n'y a pas trop de temps mort et il est assez drôle en même temps. Je trouve que c'est assez sympa et j'aime beaucoup. Je me rappelle quand même de cette scène à la fin où avec le héros ils se battent en passant à travers les télés, changer de chaîne, machin, c'était pas mal ça quand même. Enfin voilà, bon, c'est les bons petits souvenirs de vidéo ça encore. À noter que Alexandre Aja essaye depuis plusieurs années de monter un remake de ce film-là. Alors moi, je vais pas être très original. Moi, j'ai choisi de parler de Mad Max. Pourquoi Mad Max ? Pas parce que c'est un film oublié, forcément, surtout depuis Fury Road, mais c'est parce que c'est un vrai film, pour moi, de vidéoclub, en tout cas de ma génération. Parce que j'étais trop jeune pour le voir en salle quand il est sorti, sachant qu'il avait été censuré, qu'il avait été interdit même à une époque, et que dès qu'il est sorti en vidéo, en VHS, c'était un peu la course pour la voir. Je l'ai vu, donc je devais avoir 12, 13 ans, et c'était un véritable choc au premier visionnage. C'est un film qui reste encore hyper efficace, enfin, toute sa scène d'intro, elle est inoubliable et personne l'a oublié, hein, je pense que c'est votre cas aussi. Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection. Bon flash. Et puis le découpage de toute la scène de poursuite et la présentation du personnage de Max qui est assez forte, et qui est toujours très efficace aujourd'hui. Et voilà, je voulais parler de ce film-là parce que dans la thématique de films de vidéoclub, pour moi, il y rentre parfaitement. Ah ouais, complètement, puisqu'en plus, c'est des histoires, comme tu disais, c'est des histoires de cassettes difficiles à trouver. Il y a eu plein de censures, avec des versions qui étaient moyennement complètes. Si je me trompe, il est pas sorti tout de suite en vidéo. Il a été libéré grâce à la sortie du 2, en fait. Ouais. Oui. C'est dès que le 2 est sorti et qu'il lui n'était en version intégrale, on a ressorti le premier. En fait, il a été libéré. C'est ce qu'on disait à l'époque, hein, c'était le mot carrément libéré, le film Mad Max, qui était sorti une première fois en version censurée en 79 et qui ensuite a été interdit dans sa version intégrale pendant 1 ou 2 ans jusqu'à sortir en vidéoclub, d'abord au cinéma en 82 et ensuite en vidéoclub quelques temps plus tard grâce à la sortie du 2. Tourné en 1979 pour une somme dérisoire, Mad Max a fait d'un inconnu Mel Gibson une star mondiale. Un western mécanique où l'humanité se déchirait méchamment pour un litre d'essence. 36 ans après, son réalisateur, George Miller, persiste et signe. Beaucoup de nos histoires dans nos cultures sont cauchemardesques, parce qu'elles nous permettent d'affronter le chaos du monde. Pourquoi avez-vous décidé de situer l'action de votre film dans le futur proche ? Parce que cela m'a permis de décrire une métaphore en exagérant certains traits de notre société dans laquelle nous vivons. J'ai un rapport aussi très spécial avec ce film-là, hein, que j'ai découvert très jeune. Moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai mon oncle qui collectionnait les VHS. Ça faisait partie des VHS qu'il avait chez lui. L'affiche, la jaquette Warner me parlait beaucoup. Et c'est un film que des quatre, hein, les quatre ont chacun leur particularité, avec vraiment des films saillants comme Mad Max 2 et Fury Road. Tout le monde est devenu fou. Tu n'es pas le seul. Attends. Comment tu t'appelles ? Max. Mais j'ai vraiment une préférence, moi, pour le premier, justement, parce que y a un côté qui me touche. Il y a quand même un tout petit peu plus d'émotion, même si dans le deuxième, il y a de l'émotion avec le gamin et tout ça, mais il y a quelque chose qui me touche un peu plus. Et puis je trouve que les cascades, tout ce qui se passe autour de la route, c'est franchement très étonnant. Mais évidemment, Mad Max 2 reste un chef-d'œuvre insurpassable, tout ça, hein, et qui a inventé aussi un vrai sous-genre. Mais le premier, il y a quelque chose, moi, vraiment que je trouve inoubliable. Et le film
traverse vraiment admirablement bien les années, mais évidemment, je crois qu'aucun de nous trois va dire le contraire. Ouais, c'est super. De toute façon, c'est mythique, Mad Max. Même le 1, le 2, le 3, il a été beaucoup trop controversé, mais quand même, moi, je suis fan. Et Fury Road, et c'est juste un des meilleurs, peut-être le meilleur blockbuster depuis 20 ans. Quoi. Je suis d'accord. Voilà. Alors moi, j'ai choisi de parler d'un film de Dario Argento. Oh, quelle surprise! Mais c'est qui? Jusqu'à présent, je ne sais pas si j'en ai trop parlé dans Retour à l'écran, mais bon, je suis assez fan et de Giallo et a fortiori de Dario Argento. Et là, j'ai pioché, j'ai vu que tu avais Inferno dans une très belle copie de chez ESC. Alors Inferno, c'est un peu spécial comme film, parce que c'est pas forcément mon préféré, c'est pas forcément son meilleur, mais il y a des moments hyper forts. Et comme le dit Christophe Gans, quand on conseille à quelqu'un de regarder un premier Argento ou des choses comme ça, si on conseille Inferno, c'est le crash test, c'est-à-dire que on va vite savoir si quelqu'un peut supporter le reste de sa filmo, qui a des choses beaucoup plus saillantes et beaucoup plus faciles à accepter, comme les frissons de l'angoisse ou même Suspiria quelque part, mais parce qu'il y a des expérimentations, il faut se laisser aller sur le film. Et d'ailleurs, pendant un long moment, à chaque fois quand je le voyais, une fois sur deux, je l'aimais, et une fois sur deux, je le trouvais moins bien. Donc là, j'en suis sur le dernier visionnage, je le trouve super. Donc peut-être que le prochain sera... Moi, avec d'autres films d'Argento, ça me fait pas la même chose. Il y en a certains, je les trouve toujours très bons, d'autres toujours très mauvais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Aussi, hein. Mais c'est vrai que celui-là, il est particulier. C'est particulier, il est même très difficile à résumer. En gros, il y a des étudiants qui vont faire des recherches, enfin, il y a un étudiant et puis après une femme aussi, qui vont faire des recherches dans une maison, voilà, et c'est connecté avec justement Suspiria, parce qu'il y a une autre sorcière qui est mêlée à l'intérieur de cette histoire. C'est quand j'ai fini Suspiria que j'ai eu l'idée de faire une trilogie. J'avais pensé Suspiria comme un film pour adolescents. Inferno, le second film, c'est différent. Il est plus destiné aux adultes. Et c'est surtout... C'est pas forcément la narration du film qui est intéressante, mais c'est la manière dont sont agencées certaines scènes. Moi, je pense à une scène que je trouve fabuleuse. On entend de la musique classique, je crois que c'est du Verdi qui s'arrête en même temps que l'électricité se coupe, parce que le disque joue sur une platine vinyle, et puis régulièrement il y a des sautes d'électricité, on est plongé dans le noir, et il y a un silence qui nous met vraiment grave la pression, et puis d'un seul coup, paf, la musique est relancée, c'est d'autant plus perturbant. Il y a cette séquence-là qui est vraiment forte. Écoutez ce cœur comme il est beau. C'est Verdi, va pensiero. Pourquoi ça saute? Carlo, où êtes-vous? Il y en a une autre où un mec se fait bouffer par des rats dans un coin un peu reculé dans une sorte de mare un peu reculé de la ville. C'est assez horrible. Mais la manière dont Argento filme ça en grand esthète rend le tout fabuleux et vraiment hypnotique, quoi. Et il y a plein de séquences comme ça, c'est lézardé de séquences fabuleuses comme ça. Mario Bava, le légendaire réalisateur italien, qui est un peu une sorte de pseudo-mentor de Argento, a travaillé sur le film, sur les maquettes, sur certains effets visuels aussi, et le film est très bariolé dans des couleurs très saturées, de rose, de bleu et tout ça. C'est un peu le prolongement de Suspiria, mais encore plus barré, et
plus difficile à saisir en fait, voilà, et presque moins aimable quelque part, voilà. Ouais, Dario Argento, c'est comme Max, hein. Moi il y en a que j'aime pas du tout, et puis il y en a, celui-là c'est un des classiques, c'est magnifique, c'est des lumières, des ambiances, voilà, c'est de l'horreur souvent très psychologique, mais voilà, donc non, tu en as très bien parlé, je vais pas rajouter, mais c'est vraiment du Dario Argento, c'est vraiment un des trucs des réalisateurs de ce genre de films qu'on louait en cassette, en VHS, ça, c'est vraiment univers vidéoclub, quoi, parce que bon, en général je suis jamais allé les voir, enfin rarement aller les voir au cinéma, déjà parce que bon, ils sont sortis quand même relativement sous quelle année, Inferno, 80. Ouais, voilà, en 80, j'avais 7 ans, je serais pas allé voir Inferno. Non, c'est sûr. Bah alors là, comme je le disais, moi c'est un film d'un entre-deux en fait, d'un entre-deux de carrière, c'est-à-dire que il fait pas partie de ceux que je préfère, mais il fait pas partie de ceux que je déteste chez Argento. Je lui trouve beaucoup de qualités, comme je lui trouve beaucoup de défauts, mais bon, après, j'en garde quand même quelque chose de positif par rapport et notamment par rapport à beaucoup d'autres. Après, pour moi, il est pas du niveau de Suspiria et des Frissons de l'angoisse notamment. C'est un film que moi, je crois que je l'ai même pas loué, celui-ci, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Peut-être que je l'ai découvert trop tard, mais donc c'est pas le film que je vais regarder tous les 4 matins, quoi. J'ignore le prix qu'il me faudra payer pour avoir rompu ce qu'en alchimie nous appelons silentium. Cependant, vu les expériences de nos confrères, nous aurions dû éviter de perturber les profanes en leur imposant notre savoir. Moi, Varelli, architecte résident à Londres, ai rencontré les 3 mères et leur ai dessiné et fait édifier 3 maisons. Une à Rome, une à New York et la 3e à Fribourg. J'ai hélas découvert trop tard que de ces 3 domiciles, les 3 mères dirigeaient le monde dans la douleur, les larmes et les ténèbres. Ça fait partie des films de Argento qui sont basés sur ses rêves. Donc il a des rêves plus ou moins impactés par des substances qu'il prenait à l'époque, et il les réinjecte dans ses films. Là, vraiment, Inferno, c'est vraiment le plan du film, hein. C'est de traduire visuellement les rêves qu'il fait à cette époque-là, époque où il est une méga star, en fait. C'est une rockstar, hein. À ce moment-là, il est connu, très reconnu en Italie, mais ça dépasse les frontières, et donc ces expérimentations qui ont décontenancé, hein. Le film n'est pas non plus autant Suspiria a convaincu, autant celui-là n'a pas forcément convaincu, mais il reste quand même un film très intéressant qui tord un peu le cou aussi à l'hégémonie du scénario, etc. De temps en temps, c'est aussi bien aussi de voir des films qui sont pilotés que par la force de la réalisation plus que de l'écriture aussi. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, quoi. Oh, que c'est bien dit. T'as vu, c'est bien dit. Alors, moi, je vais parler d'un autre film d'horreur. Non, je déconne, c'est pas un film d'horreur. Mais c'est, alors là, rien à voir. C'est une comédie, mais... Pour certains, ça peut être un film d'horreur, hein. Ouais, c'est pour ça. Alors, c'est une comédie que j'ai découvert... Alors, que j'avais vu au cinéma. Moi aussi. Et, mais que j'ai reloué immédiatement quand j'ai eu l'occasion, que j'attendais avec impatience parce que tellement j'avais ri. C'est Les dieux sont tombés sur la tête. Alors, on se calme. Je sais que Les dieux sont tombés sur la tête, c'est devenu un peu aujourd'hui un peu à part. Quand il est sorti, on était en 80. Le film est de 80, mais en France il est sorti 2 ans plus tard. Ah bah oui, mais bon, ça, j'ai pas les... Donc, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu épineux, voilà. Alors pourquoi il est épineux ? Parce que c'est un film qui est censé être botswanais, alors qu'il a été entièrement tourné avec des capitaux sud-africains. Alors pourquoi il est botswanais ? Enfin pourquoi ils ont adopté la nationalité botswanaise pour ce film ? Parce que à l'époque on est en plein apartheid et pour contourner, l'Afrique du Sud est un pays sous embargo et pour contourner cet embargo il a fallu la seule solution c'était de donner une autre nationalité à ce film. Et le sujet est aussi épineux parce que le réalisateur blanc donc a exploité, ce qu'on peut dire exploiter, la tribu de Bushmen qui apparaît dans le film, notamment le héros qui s'appelait Nxao, et qui a été payé avec 3 bouts de ficelle, et lui-même a révélé beaucoup plus tard qu'il avait regretté de participer à ce film.
Donc ouais, c'est épineux parce que quand même, on est dans un contexte un peu compliqué, quoi. Cette parenthèse fermée, on revient au film. Qui raconte l'histoire d'une bouteille en verre qui atterrit au milieu d'une tribu, et cette tribu ne sait plus quoi faire de cette bouteille en verre, et décide, une bouteille de Coca-Cola en l'occurrence, et il décide d'aller rendre aux dieux cette bouteille de Coca-Cola. Qui n'avait jamais rien vu de semblable. C'était transparent comme l'eau, mais c'était plus dur que tout ce qu'il connaissait au monde. Il se demanda pourquoi les dieux avaient envoyé cette chose sur la terre. Pour la première fois, voilà une chose qu'on ne pouvait partager, car elle était unique. Et voilà que tout le monde en a besoin presque en permanence. La chose totalement ignorée devient une nécessité, suscitant des pulsions inconnues, un besoin de posséder, un refus de partager. Alors même s'il a très 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 mal vieilli, le film, dans sa forme, il reste quand même aujourd'hui une intéressante critique du monde moderne, qui reste toujours intéressante quand même à voir aujourd'hui. L'homme civilisé a refusé de s'adapter à son environnement. Il a adapté son environnement à sa convenance. Alors, il a construit des villes, des routes, des véhicules, des machines et pompé l'énergie du sol pour économiser son labeur. Mais il ne savait pas comment s'arrêter. Plus il améliorait son environnement pour se faciliter la vie, plus il se la compliquait. Et maintenant, ses enfants sont condamnés à 10 ou 15 ans d'études rien que pour apprendre à survivre dans le monde complexe et périlleux où ils sont nés. Et l'homme civilisé ayant refusé de s'adapter à son environnement matinal découvre aujourd'hui qu'il doit s'adapter et se réadapter chaque jour au cadre de vie qu'il s'est lui-même donné. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'en parlais, c'était l'occasion d'en parler parce que il n'y aura jamais d'épisode d'une heure ou même de 25 minutes dessus, donc voilà, c'était le moment d'en parler. Ouais, parce que au-delà de la critique sociale, c'est avant tout une comédie. Une comédie, comme je le disais auparavant, qui a très très mal vieilli. Il y a des séquences à la Benny Hill absolument ridicules. Dans son intégralité, le film devient presque pénible, hein, malgré tout. Et c'est dommage parce que, comme je le disais, voilà, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Ouais, alors moi, je l'ai pas revu depuis probablement les années 80 ou tout début des années 90 en VHS. J'ai souvenir d'être avec mes cousins chez ma grand-mère et de regarder ce film plusieurs fois et d'être mort de rire. Pour plein de raisons, je sais plus pour quelle séquence exactement, je me souviens plus, mais ce côté un peu étrange de cette bouteille de coca, ce personnage-ci, je me souviens très très bien le personnage central, ça, à quoi il ressemble, etc. Mais je me souviens même plus le parcours du film, je sais pas s'il y a des hommes blancs. Bah oui, mais en fait, il y a un blanc, un monsieur, le héros là, et puis une nana qui l'accompagne, où ils se perdent dans la jungle, en fait. Mais d'ailleurs, dans le film, finalement, je crois que c'est vraiment les passages qui m'avaient fait le plus rire, c'est cette histoire entre ce mec et cette nana, quoi. Voilà. Lui qui est complètement maladroit. Et voilà, j'ai pas spécialement hyper envie de le revoir là maintenant, mais le truc, je sais que ça. Je te rappelle qu'on avait eu le 2 au cinéma tous les deux. Ah ouais? Eh oui. Ah ouais, je me souviens même pas, tu vois. Eh ouais. Ok. Ah ouais, alors là j'ai un blackout total. Ah bah tu vois. Mais bon, c'est un film qui est quand même enfin moi en tout cas qui m'a fait vraiment vraiment rire à l'époque. Oui, pareil. Dans l'idée de rester dans l'esprit vidéoclub, alors je vais vous parler d'un film pas forcément de bonne qualité, hein, c'est L'équipé du Cannonball. Avec Burt Reynolds et Farrah Fawcett, et Roger Moore, et plein d'autres, et un gros casting. C'est un film qui est sorti discrètement en salle en France en 81, mais qui a connu un gros succès en vidéoclub à partir de 82-83 quand il est sorti chez UGC Vidéo, et c'est une espèce de comédie road movie autour d'une course à travers les États-Unis, et c'est une succession de gags autour de cette course qui part d'un point A à un point B. Combien vous voulez miser sur la course du Cannonball? Quel est votre pari? Ça demande beaucoup de talent et des années de dur travail. Et ce sont des choses dont vous n'avez même pas idée. Oh, faites-moi plaisir. Une course est une course, vous êtes bien d'accord? Oui. Tout ce qu'il faut faire dans la course du Cannonball, c'est éviter de se faire arrêter, conduire prudemment et avoir un bon camouflage. 5000 km à une moyenne de 140 km/h. Vous savez ce que c'est? Vous voulez parler?
ou vous voulez parier? Ce qui a fait le buzz du film à l'époque en vidéoclub et ce qui en a fait un succès, c'est son casting et ses courses-poursuites en fait, parce que et ses bolides de tout genre. Et voilà, c'est un casting improbable. Donc ce que je disais, on y voit Roger Moore, Burt Reynolds, Farrah Fawcett, mais aussi Sammy Davis Jr., Dean Martin, Jackie Chan. Vous allez voir une grosse Ferrari rouge foncée par ici dans quelques secondes. Les 2 types qui la conduisent sont responsables de l'accident de la victime que nous transportons dans cette ambulance. La victime? Et vous ne savez pas le pire. Allez-y. Ils sont déguisés en prêtres. C'est pas vrai. Ils pensent ne jamais être pris par la police parce qu'ils sont déguisés en prêtres. Je vous ai vu, mais c'est dingue. Vous allez les arrêter. Donc, encore une petite chose. Je crois qu'ils sont armés. J'espère qu'ils le sont. Ça me donnera une excuse. Et donc voilà, moi c'est un film que quand j'étais gamin, il me plaisait beaucoup. Après aujourd'hui c'est un peu plus difficile à regarder, mais c'est toujours dans l'esprit de Vidéoclub. Voilà, c'est un film totalement oublié, peut-être à juste titre, mais en tout cas voilà, moi je voulais parler de ce film parce que c'est pas réussi, mais il y a des super courses poursuites, il y a un gros casting. Quand on parle de Roger Moore, on parle que de James Bond ou de quelques autres films, et on parle pas de Cannonball. C'est pas le film de référence de Burt Reynolds non plus, mais voilà, moi c'est vraiment dans l'esprit de souvenirs de Vidéoclub que je voulais parler de ce film. C'est des films genre Cours après moi shérif, c'est des films moi c'est ce côté ce genre de film que j'ai adoré à l'époque parce que c'était des trucs du style Satanas et Diabolo, ces merveilleux fous volants dans leur drôle de voiture, c'était cet esprit potache fun, et puis c'est des films s'il n'y avait pas eu ces films là bon, c'est peut-être pas une bonne chose, mais on n'aurait pas eu Fast and Furious, donc bon... Ah putain, ça va loin, là. Si. Grâce à Cannonball. C'est ces films de bagnole qui ont poussé vers ça. Voilà, grâce à Cannonball, on a eu Fast and Furious. Putain, c'est la faute de Cannonball. C'est la faute, en fait. C'est la faute de Cannonball. C'est une faute. C'est ce film-là. Et en même temps, voilà, c'est dit avec humour, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. C'est le film de bagnole. On a des films comme La Grande Casse dans les années 70. Excellent. Point limite zéro. On a les Blues Brothers. On a on a Cours après moi chérie, vous l'avez cité, tout ça. Ce sont des films qui sont éminemment pour des petits garçons qui regardent les trucs, qui aiment bien jouer avec les voitures, ou les petites filles qui aiment bien des petites voitures. Il y a un truc immédiat. Voilà, on regarde ces films-là, et donc ça a fait la richesse de ces soirées vidéoclub ou des locations le week-end à regarder avec les parents ou les copains ou en famille. Et c'est malgré tout, c'est pas des films qui vont s'inscrire très très loin dans la cinéphilie, qui seront dans les dictionnaires, non, etc. c'est sûr. Mais ça fait partie aussi des films fédérateurs entre familles qu'on regardait. Alors évidemment avec des VF, je ne l'ai pas revu, mais avec des VF qui sont avec beaucoup de gros mots, des choses comme ça, des choses qu'on a oubliées aujourd'hui, que les VF des années 80-90 étaient assez grossières en fait. Pourquoi vous jetez pas cette chiotte de merde à la ferraille? Et aujourd'hui, voilà, à montrer à ses enfants, je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Je l'ai acheté d'ailleurs, celui-là, mais je ne l'ai toujours pas montré à mes enfants et je ne l'ai pas revu. Mais voilà, ce plaisir immédiat de gamin qui regarde un film avec des voitures, avec des majorettes, quoi. C'est l'extension finalement Fast and Furious. Les mecs qui vont de plus en plus loin avec des bagnoles qui vont dans l'espace et des jouets, quoi. Il faut aller de plus en plus loin, voilà. Jusque dans l'espace même. Après, voilà, le film, je sais, comme je l'ai pas revu, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Non plus, mais c'est des super souvenirs. Mais voilà, c'est des super souvenirs qui nous ramènent. Il y a un petit côté Madeleine de Proust, voilà, sur. Ça, ça synthétise vraiment pour moi la location du samedi soir. Voilà, c'est exactement, c'est un film du samedi soir, parfait. Enfin, une comédie d'aventure, d'action, enfin plutôt d'aventure du samedi soir. Ça dure 1h30, ça va à toute allure, c'est le cas de le dire, et on s'ennuie pas. En tout cas, dans le contexte de l'époque, c'était un bon divertissement du samedi soir. Aujourd'hui, ce sera, je l'imagine, un peu plus compliqué, parce que ça fait, moi-même, j'ai le Blu-ray, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Mais voilà, c'était vraiment un film typique de vidéo qu'on louait. D'ailleurs, il s'arrachait bien aussi. C'est un film qui était pas simple à récupérer en vidéoclub. Il a eu son succès et voilà.
moi je suis hyper content parce qu'on va pouvoir aborder un film qui peut pas rentrer dans notre ligne éditoriale, parce que l'idée de notre podcast, c'est de parler de films qu'on a vus plus jeunes et qu'on revoit aujourd'hui ou qu'on a revu entre-temps, tout ça. Là, je vais pouvoir parler d'un film que j'ai découvert récemment, mais qui rentre dans les décennies qu'on aborde à Retour à l'écran. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment puissant, impossible à refaire aujourd'hui. Avant de vous dire son titre, c'est un film français avec Jean-Pierre Mariel, Michael Lonsdale, Michel Constantin, Philippe Léotard, et on a aussi la délicieuse Mimsy Farmer qu'on a vu dans Mort, qu'on a vu dans justement 4 mouches de velours gris de Argento, et c'est un film de Serge Leroy qui s'appelle La Traque. Traque, action de traquer, de chasser le gibier vers la ligne des chasseurs. Un film très très dur, très noir, presque, pas presque, malaisant. En gros, c'est l'histoire de... On est vraiment dans un milieu très rural avec des chasseurs qui vont se mettre à chasser une femme. Il faut la rattraper, sinon elle va parler maintenant. Il y a face qu'il la retrouve. Et on est tous dans le bain, vous le vouliez ou non. Il y a quelque chose, moi, que j'ai, de par mon vécu, il y a des choses que j'ai vues par effet de groupe entre des garçons, entre les hommes, etc. Et je trouve que le film met exactement le doigt sur l'effet de groupe. Et vous vous rendez compte de ce qui se passe, enfin vous vous perdez vous-même. Et nous a tous perdus depuis longtemps. Mimier. Attention de tirer sur moi, non? Sur aucun de nous. C'est pas facile de tirer sur des copains, tu sais. C'est vraiment touchant de vous voir jouer les héros, mais vous le regretterez. Comment il y a une cohésion qui naît pas naturellement justement, mais par association de malfaiteurs, on va dire, et qui vont s'auto-conditionner pour aller jusqu'au bout d'une idée, quoi. Voilà. Et je trouve que le film est très malaisant, pointe vraiment les travers masculins qu'on peut retrouver malheureusement chez beaucoup de personnes, tout en étant pas ludique, mais vraiment en étant assez dur, âpre à recevoir. Et le truc qui est juste phénoménal, c'est qu'on n'est pas habitué à avoir un tel casting, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des comédies ou des polars, mais plutôt propres, entre guillemets, quoi. Pas du tout dans ce contexte-là, qui fait vraiment... On est très très proche de certains Vigilant ou Rape and Revenge. On est quand même dans des trucs un peu... dans ces zones-là, quoi. Voilà. Et le film est puissant, vraiment, et ça m'a scotché, quoi. Sauf que je l'avais pas vu gamin, et donc je suis très content d'en parler aujourd'hui. Ouais, juste titre, parce qu'il est resté invisible pour des questions de droit pendant des années et des années. C'est grâce au travail et à l'acharnement de l'éditeur Le Chat qui fume, qui a réussi à récupérer les droits de ce film pour une édition Blu-ray, une très belle édition Blu-ray au passage. Oui, c'est un film dur, c'est un film extrêmement dur. Pareil que toi, je l'ai découvert très tard, parce que pareil, Invisible, il y avait une copie qui circulait. Un RIP VHS, quoi. Alors, c'était un RIP du dernier passage télé de ce film sur FR3, donc ça date quand même des années 80. Aujourd'hui, c'est un film infaisable. C'est totalement infaisable. Mais qui mérite vraiment, encore aujourd'hui, d'être vu, vraiment. Chamon, derrière vous. Moi, j'ai malheureusement pas grand-chose à dire puisque je ne l'ai pas vu. J'avoue. Mais par contre, vous me l'avez bien vendu, les gars. Donc, je vais me regarder ça assez vite. Tu vois ça. La Ça question, laisse des c'est traces, est-ce que le chat qui fume, c'est après l'amour? Pendant, je pense. Il faudra leur demander. Hein. C'est ainsi que s'achève notre premier retour vers le passé de la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de notre focus sur quelques-unes de nos bandes magnétiques préférées. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.